Un petit temps d'inclusion. Ensuite, on rentrera vraiment dans le cœur de l'événement et la parole sera donnée voilà, à Jeanne et Nadia pour qu'elles vous expliquent bah, cette expérimentation, pourquoi il y a eu cette expérimentation, quels sont les effets aujourd'hui visibles. Et après, du coup, on aura une session de questions-réponses où ben, on vous fera vivre cette dynamique de réunion tactique et puis un moment pour conclure. Donc, je te laisse la parole, Jeanne. Merci Margot. Jeanne, je suis coach en holacratie et facilitatrice et je travaille au sein de la SCOP Semawe qui est située à Grenoble. Ce que je vous propose pour rentrer en connexion avec le sujet du jour, puisqu'on va vous parler d'une méthode issue de la boîte à outils de l'holacratie, ça serait de savoir, bah, pour vous, quand on vous dit holacratie, qu'est-ce que vous savez de ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, ça me permettra de savoir derrière à quel point je déploie le sujet ou pas. Je vais rythmer le tour d'écran, comme ça permettra de distribuer la parole. Et ben, Raïssa, je te propose de commencer. Est-ce que, Raïssa, est-ce que tu m'entends? Non, ça va. Du coup, ma Je question, pense, c'était, j'y pense, pardon? j'y pense. Est-ce que c'est un sujet que tu connais, l'holacratie, ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, ça marche. Edith, de ton côté, est-ce que c'est un sujet que tu as déjà entendu? Et si oui, à quel sujet, sur quel point? Alors moi, c'est un sujet que j'ai déjà entendu, je le maîtrise pas forcément, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup Ouais. en termes de gouvernance, en termes de consentement, de recueillir et de faire en sorte que les différentes personnes aient bah voilà, aient une implication un peu consciente, connaissent davantage les éléments. Euh, Ce qui me, enfin, sur le papier, voilà, parce que je ne connais que sur le papier, en l'occurrence. Donc, effectivement, un peu comme tout le monde, ça pose un peu question, mais je crois enfin, vraiment que c'est d'une très grande puissance. Et c'est plutôt au niveau des rôles. Comment faire en sorte que chacun reste dans son rôle, dans ses différents cercles. Voilà, c'est plutôt l'aspect pratique, mais je trouve ça très, très, très séduisant et très efficace, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer. Natacha, est-ce que ce sujet de l'holacratie te parle et si oui, sur quel point? Oui, alors de façon hyper théorique, hein, l'holacratie, comment rendre la gouvernance aux organisations, je crois, quelque chose comme ça. La question qui m'interpelle, c'est en quoi on fait le lien avec l'entreprise libérée. Est-ce que c'est un lien Mhm. entre tout? Et c'est à peu près tout, en fait. Voilà, j'ai pas vraiment creusé le sujet plus que ça, mais effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup également. Super, merci beaucoup. Audrey. Bonjour, donc moi ça ne me parle pas du tout. Voilà, donc je serais contente à la fin du webinaire d'avoir Mhm. appris quelque chose. Et voilà, donc j'ai hâte de savoir ce que c'est. Très bien. Et alors, on a un participant, une participante supplémentaire, je ne sais pas. B. C'est Bénédicte. Bonjour Bonjour. Bénédicte. Bah, c'est pareil, ce terme-là, ça fait la deuxième fois que je le vois et je ne connais absolument pas. Donc, je viens découvrir. Très bien. Peut-être pour quand même te laisser, Naïla, l'opportunité de te présenter et aussi que tu nous dises bah, comment toi t'es arrivé à ce sujet-là. Après, je déploierai un peu plus en détail. Bonjour à toutes. Donc moi, je m'appelle Nadia Wolf. Je suis en charge des questions d'innovation et de transformation à la métropole de. Je suis au sein d'une équipe en fait qui est comme un petit bureau d'études interne et qui mélange des fonctions d'innovation, de prospective, d'observation, d'évaluation et de pilotage. Et je suis arrivée au sujet de l'holacratie parce que on intervient beaucoup à la demande et on essaye de répondre aux besoins de nos collègues qui nous saisissent sur des sujets. Et régulièrement, j'étais saisie sur des cas soit
de problématiques de gouvernance dans des projets un peu complexes avec des partenaires où on va me dire bah, on ne sait pas comment travailler tous ensemble, on aimerait avoir des méthodes plus efficaces, ou des problèmes plutôt d'organisation interne suite à des réorgs avec des équipes voilà, qui avaient des problématiques de fonctionnement. Et donc, j'ai vu passer une formation sur les réseaux de Semawe qui s'appelait Gouvernance partagée. Je n'en savais pas plus que ça. Et je suis allée à cette formation et j'ai découvert l'holacratie. Super, merci beaucoup. Et ça fait une bonne transition avec cette question de vocabulaire. Natacha, tu as parlé d'entreprise libérée. En fait, gouvernance partagée est un terme assez large qui englobe plusieurs méthodologies. Vous avez peut-être déjà entendu parler de sociocratie, de gouvernance cellulaire. Et holacratie fait partie de cette grande famille des méthodologies qui permettent à une gouvernance d'être plus partagée, on va dire, dans les équipes. Et la notion d'entreprise libérée, c'est une notion donc, qui a été développée par le chercheur Isaac Getz et qui, par ses observations de différents modes de management, a réussi comment dire, à regrouper des modes de management qui avaient l'air de se ressembler et qui allaient vers soit quelque chose de plus horizontal, soit quelque chose qui allait plus soutenir l'autonomie dans les équipes. Mais de fait, c'est plus une observation de chercheurs et qui a posé un concept sur des formes de management qu'une méthodologie en tant que telle. Entreprise libérée, c'est quelque chose d'auto-déclaré. Une entreprise peut dire qu'elle est entreprise libérée, il n'y aura pas de certification pour ça. En holacratie, je vais y venir assez rapidement. En fait, une entreprise, quand elle s'engage en holacratie, signe ce qu'on appelle une constitution. Et donc, toutes les organisations qui vont fonctionner en holacratie auront les mêmes règles internes de base pour fonctionner. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais ça, c'est une différence assez marquante sur ce modèle de holacratie. Pour vous permettre de suivre un peu plus mon propos, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce qu'il y a besoin que je zoome éventuellement? Oui, c'est bon. Zoomer un peu. C'est petit, mais... Donc, comme porte d'entrée que je peux vous donner pour décrire l'holacratie, c'est que l'holacratie, c'est un système de management qui n'est ni horizontal ni vertical. On est plutôt dans un mode de management qui cherche à intégrer les aspects positifs du management vertical, les aspects positifs d'un management plus participatif ou plus horizontal. Donc, c'est un système qui va essayer de faire cohabiter les deux. Comment on va s'y prendre pour ça? Eh ben, ça repose en fait sur 5 piliers qui sont décrits dans, je vous en ai parlé, cette fameuse constitution. Et cette constitution, elle nous dit que pour distribuer et partager l'autorité dans une organisation, ce qu'il nous faut comme ingrédient principal, c'est de l'explicite. Donc, ce qu'on va faire en holacratie, c'est qu'on va mettre un maximum d'explicite sur la manière dont une équipe ou une organisation est organisée, justement. Et la manière dont on va le traduire, eh ben, c'est à travers des rôles ou des cercles. Vous voyez le schéma ici de rôles et de cercles. Et ces rôles et ces cercles, ils vont décrire tout ce dont l'organisation a besoin pour fonctionner. Si je prends un objet plus traditionnel qui est la fiche de poste ou un tableau de répartition de missions, bah, c'est comme si on traduisait tout ce que devait faire chacun et chacune dans autant d'entités que sont les rôles et les cercles, et qui sont définis par des choses assez précises, à savoir une raison d'être. Donc, pourquoi est-ce que ce rôle existe? Si j'ai un rôle plutôt RH, et ben, peut-être que je peux avoir un rôle sur la déclaration des congés, dont la raison d'être va être permettre à chacun et chacune de partir en vacances, par exemple. Et je vais avoir des redevabilités, donc pour le coup des choses où les autres attendent de moi que bien, je récolte les déclarations de congés, je les déclare et je m'assure que tout le monde ait pris ses congés dans l'année, par exemple. Et puis sur un rôle, bah, je peux aussi avoir un domaine. Et les domaines, eh ben, ça nous permet de comment dire, baliser des périmètres d'autorité. Parce qu'autant dans une organisation, bah, il y a des tâches, finalement, même si c'est moi qui suis, je ne sais pas, responsable d'écrire le texte de l'événement, si ma collègue Léa a une bonne idée et veut le faire à ma place, peut-être que ça sera très bien qu'on puisse toutes les deux s'y mettre. Et peu importe que ça soit elle ou moi qui le fasse dans l'un de nos rôles. Par contre, il y a des sujets sur lesquels je ne peux absolument pas me permettre que quelqu'un d'autre intervienne.
par exemple des aspects financiers, des aspects de sécurité informatique, même de rôle RH, comme là j'ai pu le citer. Et dans ces cas-là, on va pouvoir mettre à certains endroits de l'organisation des sortes de verrous qui nous permettent de définir des périmètres d'autorité. Donc, je reviens sur cette notion de management vertical et management horizontal. Et ben, en holacratie, on va essayer de distribuer un maximum les choses et de clarifier exactement qui fait quoi et qui décide de quoi. Et ça va être écrit dans les rôles et dans les équipes. Deuxième notion qui me paraît importante de vous communiquer pour parler d'holacratie, c'est la notion de tension. En holacratie, on dit qu'une organisation est pilotée par ses tensions. Alors, c'est un mot qui nous vient plutôt du vocabulaire anglophone et là, il est entendu de manière ni positive ni négative, mais c'est plutôt ce qui nous met en mouvement, une tension. Un peu comme quand je mets un arc en tension, eh ben, ça me donne la force pour propulser la flèche. Et ben, en holacratie, on dit que tous les rôles ont besoin de traiter des tensions, que ça soit un besoin de demande d'information, de partage d'informations, besoin de mettre plus d'explicite à certains endroits. Bah, toutes ces choses-là qu'on a besoin de traiter en équipe au quotidien, en holacratie, on appelle ça des tensions. Et on a deux modes de réunion en holacratie pour les traiter. La réunion de gouvernance qui va plutôt nous aider à travailler sur notre organisation de travail et qui va venir faire bouger ce schéma des rôles et des cercles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et celle qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la réunion tactique, donc une réunion opérationnelle qui va permettre à chacun et chacune d'avancer sur ses projets, d'obtenir des infos de la part des autres, éventuellement de récolter des avis et de prendre des décisions. Voilà. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais à ce stade, ça ne me semble pas nécessaire et je préfère comme on est un petit groupe, qu'on garde un moment d'échange. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a pu faire avec Nadia à la métropole et ensuite dans le détail de la réunion. Merci Jeanne. Je vais à mon tour partager l'écran. Donc, je veux bien que tu switcher. Pour vous raconter un peu plus en détail pourquoi on est venu s'intéresser à l'holacratie au sein des services de la métropole. Hop. Je vais aller là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch, La réunion de l'angoisse, des messages à caractère informatif qui est assez drôle et qui illustre très bien les phénomènes de réunionnite qu'on peut avoir dans les administrations, dans les entreprises. Je prends cette illustration parce que une des choses qui remontait très souvent de nos collègues et de notre propre équipe sur les réunions, c'était le côté insatisfaisant de ces réunions pour plusieurs raisons. Alors, il y a des réunions qui arrivent à cumuler tous les défauts qui sont affichés, certaines qui n'en ont que certains. Mais en gros, on avait beaucoup de réunions avec trop d'infos descendantes, donc des PowerPoint à n'en plus finir et souvent des chefs de service voilà, qui font un long monologue. Vous devez connaître ça peut-être dans vos organisations. Souvent des réunions où il n'y a pas de prise de décision. On finit la réunion, on ne sait pas finalement s'il y a un truc qui a été décidé ou pas, et finalement on refait la même réunion sans doute 15 jours après, sans souvenir de ce qui s'est passé à celle d'avant ou de façon très floue. Des réunions où c'est toujours les mêmes qui parlent, avec des prises de parole très peu distribuées. Du coup, des réunions qui donnent l'impression à beaucoup de personnes de perdre leur temps. Voilà, de se dire, j'ai ma journée remplie de réunions et finalement, je ne vais pas pouvoir travailler. Un manque d'attention des participants. Donc, je pense que c'est des choses que vous connaissez, les gens qui sont sur leur ordi ou leur portable et on ne sait pas exactement s'ils sont vraiment avec nous et s'ils sont connectés au sujet ou pas. Et puis, alors, un art que nous, on pratique allègrement, qui est l'art de la digression. Donc, on rebondit sur ce que quelqu'un a dit, ça nous fait penser à un autre truc, et puis on a envie de donner notre avis sur absolument tout parce que ce qu'on pense, c'est hyper intéressant, etc. Et voilà, on cumulait un peu tous ces ingrédients-là et on se disait, ben, voilà, alors on a testé pas mal de méthodes avant d'en venir à la réunion tactique, mais en tout cas, c'est un peu à l'ensemble de ces éléments-là qu'on souhaitait répondre. L'autre chose qui est propre, je pense, aux grosses organisations, parce que nous, on est 2000 agents à la métropole de Grenoble, c'était sur certains sujets une difficulté à savoir qui fait quoi.
sur des sujets et qui décide, surtout qui décide de quoi. Donc, on avait une problématique à la fois de circulation de l'information, c'est-à-dire de pouvoir, quand on n'est pas dans le même service ou dans la même direction, être en capacité de se transmettre des informations et d'être au clair sur ce que les uns et les autres font pour pas refaire deux fois la même chose ou au mieux articuler nos interventions ensemble. On a des intitulés de postes qui sont très génériques, donc on est chargé de mission, chef de projet, mais c'est souvent difficile de savoir un peu plus précisément ce que font les uns et les autres. Des circuits de validation qui sont pas toujours hyper clairs et où finalement on ne sait pas jusqu'où il faut remonter, par qui il faut passer pour valider, pour être en capacité voilà, de savoir qui décide. Et tout ça, ça pouvait générer encore de la perte de temps, voire l'absence de décision ou des décisions qui arrivent trop tardivement et une lourdeur, on va dire, dans le process, avec une espèce de jeu pour essayer de trouver qui fait quoi. Et une belle illustration qu'on avait de ça, c'est, alors moi, je suis dans la même direction que les collègues qui assurent l'accueil. Et de temps en temps, pour qu'ils puissent se former ou avoir des temps d'équipe ensemble, on les remplace ponctuellement à l'accueil pour qu'ils aient des temps collectifs. Et on avait une blague entre nous qui était quand quelqu'un appelle et qui dit je voudrais prendre rendez-vous avec l'architecte conseil, et c'était le jeu de trouver dans l'organisation qui il faut contacter. Et en fait, on se rendait compte que sur plein de sujets, quand on est un agent qui a besoin de redispatcher auprès des autres collègues, ben, une grande difficulté à identifier rapidement quel est le bon interlocuteur. Donc, on avait ces deux problématiques principales. Et quand j'ai fait la formation à l'holacratie, on avait cette promesse d'un système qui mélange les avantages du management directif et du management participatif, Jeanne l'a dit, et donc en théorie qui nous permet d'éviter leurs inconvénients respectifs, donc avec l'idée d'avoir un système de réunion notamment qui permet d'avoir une grande efficacité, en même temps qui sécurise les décisions et où il y ait de la prise de décision, ce qui sont les principaux avantages du management directif à notre sens, mais en même temps qui permettent de la coopération et de la transparence dans la circulation de l'information, qui laisse la place à la prise d'initiative et du coup qui donne une forme de motivation aux collègues aussi qui ont envie de se saisir de sujets, qui ont envie de porter des propositions, et que tout ça permette de générer de l'innovation dans nos modes de fonctionnement, dans nos projets, nos politiques publiques, etc. Et à contrario, ben, d'éviter la lenteur, le manque de créativité, la démotivation, la rigidité, la dilution des responsabilités, etc., qui sont les principaux inconvénients de ces deux types de management. Donc, on a commencé par, une fois que moi je suis sortie de cette formation, on a commencé par tester la réunion tactique qui nous semblait dans la boîte à outils de l'holacratie le truc le plus simple à mettre en place et puis avec un effet un peu rapide et efficace de façon très rapide. Enfin, je sais pas comment dire. C'est une prise en main qui est assez simple et très vite, c'est très efficace. Donc, ce que je vous propose, c'est que Jeanne t'explique peut-être le déroulé type d'une réunion tactique. Je dis juste que nous, on est rentré donc par la réunion tactique au sein de notre équipe et ensuite, on en est venu à expérimenter et aller au-delà pour intégrer l'ensemble du système de l'holacratie dans notre direction. Et ça s'est ensuite disséminé à d'autres directions, mais je vous le raconterai juste après. Je vous propose que Jeanne, tu nous racontes le déroulé d'une réunion tactique. Ouais, et ben je vais également donc vous partager mon écran pour que vous ayez sous les yeux les différentes étapes de cette réunion. Hop. Donc, comme j'ai pu le dire, cette réunion tactique, c'est une réunion opérationnelle. Donc, ce qu'on va chercher à travers ces temps de réunion, c'est se synchroniser en se passant de l'information, notamment sur différents indicateurs ou sur des projets qui sont en cours. Essayer de traiter tous les blocages que chacun peut rencontrer dans l'avancée de ses projets. Et c'est une réunion qui va aussi nous permettre de détecter justement s'il y a des manques ou des doublons dans notre façon de nous organiser. Parce que en fait, c'est par l'opérationnel et les contraintes qu'on va rencontrer dans le réel et sur le terrain qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas si bien organisé que ça, et ça, il faudrait le faire bouger. Et en holacratie, ça se passe dans un autre espace qui est la fameuse réunion de gouvernance dont je vous parlais. Ouais. Donc, quand on démarre une réunion tactique, il y a un tour d'inclusion, certainement quelque chose que vous connaissez, et il y a une première phase qui s'appelle la phase de synchronisation, qui est une phase assez rythmée,
où les participants vont pouvoir se partager notamment des éléments ce qu'on appelle une checklist en holacratie. Si je vous donne un exemple, je reprends mon exemple de congé, on va poser la question à tout le monde, avez-vous déclaré vos congés? Et donc chacun répond fait ou pas fait. Donc si j'ai un rôle RH qui a besoin de cette information de manière régulière, et ben ça va être hyper intéressant pour moi de savoir si le tableau il est rempli ou s'il n'est pas rempli. Et ça, on peut l'appliquer à tous les sujets possibles et chaque équipe va choisir si elle a besoin d'avoir ou pas cette checklist régulière. Pareil, on peut choisir dans cette phase-là de se partager des indicateurs, qu'ils soient chiffrés ou qualitatifs, un nombre de visites sur le site web, un nombre de participants à une formation ou à un événement, par exemple. Et chaque équipe ou même chaque groupe projet va pouvoir choisir ces indicateurs. Et puis, il y a une phase que j'aime beaucoup, qui s'appelle la revue des projets, où en fait, on a sous les yeux la liste des projets qui sont menés par chacun et chacune. Et la personne qui facilite va à chaque fois demander, par exemple, Nadia, sur la prochaine formation manager, quoi de nouveau? Et Nadia va nous dire uniquement ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière réunion qu'on a faite. C'est-à-dire qu'elle ne va pas remonter à l'origine du projet et elle ne va pas non plus nous dire tout ce qu'elle a envisagé de faire ensuite. Et donc, il y a plein de fois où, en fait, d'une semaine à l'autre, ben, on va dire, bah non, rien de nouveau. Et c'est pas grave. Et ça nous permet de facilement nous faire passer de l'info et être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui sorte des rails. Voilà, donc cette première phase, elle est plus ou moins longue selon si vous avez beaucoup d'indicateurs ou beaucoup de projets. Et ensuite, on rentre dans une phase assez spécifique qui s'appelle la phase de triage. Et donc là, c'est le moment où vraiment on va aborder les sujets que l'équipe a besoin d'aborder. Une des spécificités de cette réunion, c'est que l'ordre du jour est fait séance tenante. Donc, les participants dans la réunion, on vous montrera, mais il y a un logiciel qui accompagne ce type de réunion. Tout le monde est connecté sur son ordinateur et peut ajouter un point à l'ordre du jour. Je précise qu'on peut aussi faire ces réunions sans ordinateur. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Mais c'est cette idée que l'ordre du jour est fait au début de la réunion, dans l'idée qu'on va traiter les points qui sont réellement vivants pour les participants qui sont là, et pas traiter des choses, si quelqu'un est absent, ça ne sert à rien de traiter ce sujet, et voilà, d'être là vraiment avec les tensions apportées par les personnes. Et ensuite, donc cette phase de triage des points, le facilitateur va prendre les points un par un et on parle d'un processus qu'on dit altérocentré, où à la fois on va se concentrer pleinement sur la personne qui a amené un sujet et qui a une demande pour le groupe, que ça soit une demande pour passer de l'information, pour recevoir de l'information, aussi la possibilité de demander à quelqu'un de prendre un projet ou une action pour avancer. En tout cas, le facilitateur va être complètement au service de la personne qui a amené un sujet et à chaque fois va lui poser la question, quelle est ta demande? De quoi as-tu besoin? Pour essayer de qualifier le plus rapidement possible ce que la personne attend. Et c'est aussi du coup un espace de collaboration, de coopération, parce qu'en fait, le facilitateur va pouvoir, selon la demande, mettre le groupe à contribution. Si Nadia a amené un sujet et que sa demande, c'est d'avoir l'avis du groupe pour pouvoir l'aider à prendre une décision, en tant que facilitatrice, je vais pouvoir rythmer ce tour d'avis pour que Nadia obtienne ce dont elle a besoin. Et il y a une deuxième question qui est clé, et ces deux questions, quelle est ta demande et as-tu obtenu ce dont tu avais besoin? Ça peut paraître absolument basique, et en fait, c'est très puissant. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous parler de ce sujet-là quant au thème de la Facilitation Week, c'est que as-tu obtenu ce dont tu avais besoin? C'est ce qui va permettre à un moment de mettre un terme à l'échange et de savoir si on continue ou pas. Donc si après le tour d'avis, je demande à Nadia, est-ce que tu as eu ce dont tu avais besoin? Et qu'elle me dit, oui, c'est bon, je vais pouvoir décider, et d'ailleurs, voici mes prochains pas, on s'arrête. Et si elle dit, je suis bien embêtée, j'entends bien les différents avis, mais vraiment, j'arrive pas à me décider, peut-être qu'on va pouvoir ensemble, moi en tant que facilitatrice, mais aussi les participants, trouver une solution pour aider Nadia à avancer. Et donc, la réunion se déroule de cette manière. Et ces deux questions, en fait, nous font gagner énormément de temps. Et c'est ça qui permet à cette réunion d'être très efficace, parce qu'on qualifie la demande le plus rapidement possible. Et on ne va pas, s'embêter à faire plus si la personne n'a pas besoin de plus. Je peux donner un autre exemple. Nadia dit qu'elle a besoin d'avis.
en tant que facilitatrice, je peux l'aider et lui demander, mais est-ce que tu as besoin vis-à-vis de tout le monde ou de certaines personnes? Et est-ce que tu as besoin des avis de tout le monde ou que ceux qui en ont? Bah, rien que d'apporter cette nuance-là, bah, vous évitez un tour de cercle où vous avez 4 personnes qui disent j'en sais rien parce que je suis trop loin du sujet, et vous donnez la parole aux 2 personnes qui ont levé la main parce qu'elles ont un avis à donner à Nadia. Et donc la réunion se déroule de cette manière-là. On passe les points les uns après les autres et à chaque fois, le facilitateur vérifie que la personne a bien eu ce dont elle a besoin. Dans cette deuxième page, je pourrais rentrer dans le détail si besoin. En fait, vous avez 5 pistes où, dans votre rôle de facilitateur ou facilitatrice, bah, vous allez pouvoir aider la personne à qualifier sa demande. Parce qu'en fait, ça arrive aussi qu'on soit bloqué sur un sujet et en fait, on ne sait pas exactement ce dont on a besoin pour avancer. Et donc, en tant que facilitatrice, je vais pouvoir demander, est-ce que tu as besoin d'informations, d'idées venant des autres ou est-ce qu'au contraire, tu veux en partager? Est-ce que tu veux que quelque chose soit fait? Donc, que quelqu'un mène un projet, une action. La possibilité aussi de faire émerger ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on se rend compte qu'en fait, on a une attente vis-à-vis d'un autre rôle et que cette attente, c'est pas quelque chose de ponctuel. J'ai pas besoin que Nadia, ponctuellement, je sais pas, m'aide à produire un questionnaire. En fait, j'ai besoin que Nadia, dans son rôle formation, à chaque formation, produise un questionnaire. Et ben, comme cette attente, elle est récurrente, c'est une attente opérationnelle, on va pouvoir l'écrire dans notre fameuse gouvernance, dans notre fameux dessin des rôles et des cercles pour que, en fait, bah, j'ai plus besoin de faire cette demande à Nadia, puisque ça sera dans son rôle. Et puis, une cinquième possibilité, qui est aussi une piste qu'on a en holacratie, je ne rentrerai pas là dans le détail, mais la possibilité de pouvoir, entre nous, bah, plutôt se passer des accords relationnels. Et un accord relationnel en holacratie, c'est bah, un outil qui nous permet de mettre de l'explicite sur nos comportements au quotidien. Voilà, et cette réunion se termine par un tour de clôture pour savoir comment chacun et chacune a vécu la réunion. Super, merci Jeanne. Peut-être pour compléter ce que Jeanne a dit, c'est vrai que nous, ce qui nous a beaucoup aidé et ce qui a vraiment fait changer nos réunions, c'est ce rôle de facilitateur. Donc, il y a un facilitateur et un scribe dans chaque cercle qui vont faciliter les différentes réunions tactiques. Et c'est ces règles que Jeanne a un peu données autour des moments finalement où on va pouvoir intervenir ou pas intervenir, et notamment sur toute la phase de synchronisation. C'est une phase où il y a très peu d'intervention en fait. C'est beaucoup le facilitateur qui invite les uns et les autres à prendre la parole, mais il n'y a pas de réaction. Il peut y avoir quelques questions de clarification, mais il n'y a pas de réaction. Si j'ai une réaction, un collègue me dit, bah voilà, j'ai ça de nouveau sur mon projet et ça crée chez moi une tension, je vais le mettre à l'ordre du jour et on le traitera au moment du triage. Et donc, ça permet d'avoir une phase de synchronisation et de mise à niveau de l'équipe sur l'ensemble des informations qu'on a besoin de se partager, qui est super rapide et super efficace. Et ensuite, c'est vraiment pendant la phase de triage que là, on va avoir plus des temps où on va pouvoir échanger et venir contribuer à des problématiques que rencontrent les uns et les autres. Et pour moi, le deuxième truc qui est crucial, j'insiste vraiment là-dessus, Jeanne l'a dit, mais c'est cette concentration que le facilitateur doit avoir à s'assurer qu'on est uniquement en train de traiter le point que la personne a amené et qu'on n'est pas en train de traiter ce qu'une autre personne, ce que ça génère chez une autre personne ou un rebond qui peut être fait avec d'autres sujets. Et c'est ça qui fait que ça fait des réunions. Je vous assure, une fois on est passé à ce type de réunion, après, on ne supporte plus les autres réunions. On a l'impression qu'on perd notre temps quand elles sont pas animées de cette façon-là. Enfin, nous, ça nous a beaucoup fait ça. Jeanne, je veux bien que tu Oui. fermes ton écran et je rebascule sur le mien euh, pour vous montrer, vous donner quelques chiffres. Donc, vous dire que c'est une méthode qu'on a d'abord testée au sein de notre équipe. On fait souvent ça quand on découvre un nouvel outil, on le teste d'abord nous avant de le proposer à nos collègues. Donc, ça va faire 2 ans qu'on expérimente l'holacratie à la métropole. On a maintenant 160 agents qui ont été soit formés, soit sensibilisés. En fait, on a 3 formats. On a un format vraiment conférence de sensibilisation pour les collègues qui veulent juste voilà, comprendre en quoi ça consiste, comment ça marche, etc. Et ensuite, on a un format, une formation de 4 jours pour les managers et une formation de 2 jours pour les personnes des équipes qui vont devenir facilitateurs ou scribes. Donc, 30 collègues qui sont formés à la facilitation et on a 35 managers qui se sont formés pour
faire basculer ou pas, selon comment ils ont accroché après, à l'issue de la formation, leur équipe avec ce système de gouvernance. Et donc, ça concerne, si on regarde le dispatchage de tous ces agents, c'est 20 directions, 40 services, 30 unités. Peut-être avant de vous partager les bénéfices et difficultés, je peux vous montrer, voilà. Donc ça, c'est un outil. Donc il y a plusieurs logiciels qui existent en ligne pour pouvoir appuyer, on va dire, une organisation en holacratie. Donc ça, c'est les différentes directions de la métropole qui ont basculé en holacratie. Donc on a un outil qui nous permet de voir tous les cercles, tous les rôles qui peuvent exister. Si je zoome sur la désir qui est ma direction, donc moi je suis mon équipe c'est Epopie, voilà. Et on va trouver, comme je vous le disais, dans chacun des cercles, un rôle de facilitateur. Je ne sais pas où est le rôle de scribe, je le vois, et il est là, le rôle de scribe. Et puis, on voit les rôles des uns et des autres. Et à l'intérieur d'un cercle, on peut avoir des sous-cercles. Voilà, c'est toute une mécanique d'organisation qui permet de savoir exactement ce que chacun fait. Donc, je ne sais pas si je prends mon rôle holacratie. Où est-il? Il est là. Si je clique sur un cercle, je vais voir sur le rôle holacratie, comme disait Jeanne, j'ai ma raison d'être, mon domaine et mes redevabilités. Euh, Cet outil, il nous permet aussi d'organiser les réunions tactiques. Donc là, vous voyez, il y a toutes les réunions qui sont programmées des différents cercles et on voit à chaque fois les différentes personnes qui ont des rôles qui sont invitées à ces différentes réunions. Donc, Jeanne le disait, l'ordre du jour, il peut se construire en live. Je peux aussi, moi, si à un moment, je sais que nous, on a des tactiques tous les 15 jours qui durent 1h30. Je sais que j'ai un point que je veux amener. Je vais pouvoir aller sur ma réunion et je peux ajouter un point à l'agenda. Donc, vous voyez que pour la réunion du 26 mai, il y a déjà, voilà, il y a 2 points qui ont été mis à l'ordre du jour. Donc, je vais pouvoir l'ajouter à l'ordre du jour. Et au moment de la réunion, quand on ouvrira, c'est assez pratique. Il y aura déjà, au moment du triage, les points que les uns et les autres auront mis à l'ordre du jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet outil permet d'avoir donc ce qu'on appelle des rapports. Donc, c'est des comptes rendus de ces réunions tactiques qui sont générés automatiquement. Donc, ça, c'est tout bête, mais c'est aussi quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps. Donc, je vais pouvoir retrouver, si je vais sur mon cercle, le compte rendu. Donc, je vois qui était présent et à chaque fois les points qui ont été amenés par les uns et les autres et ce à quoi ça a donné lieu. Donc, vous voyez, par exemple, on peut ajouter des tâches à des personnes, à des rôles et après, moi, je peux retrouver toutes les tâches que je vais avoir à faire à l'issue de cette réunion tactique. Voilà. Euh, Peut-être pour te donner une indication de temps, Nadia, Oui, qu'on se donne oui. encore 5 minutes jusqu'à 45 pour après prendre les Eh questions. ben, C'est c'est OK pour toi? parfait. Ouais, ouais, même, je vais peut-être même faire moins de 5 minutes. Peut-être juste vous dire que du coup, les principaux avantages qu'on a perçus depuis qu'on a mis en place cet outil, c'est qu'on a des réunions qui sont plus courtes. Je vous le disais, on a des réunions maintenant, des réunions d'équipe tous les 15 jours et elles durent 1h30. Et alors, je n'ai pas regardé là sur le rapport, mais on arrive à traiter une vingtaine de points facilement à chaque réunion. On n'a plus de points bilatéraux, ce qu'on avait avant avec notre responsable. Alors, on peut en avoir la solliciter si vraiment on a besoin, mais la plupart des tensions se traitent collectivement. Et si vous aviez ma manageuse autour de l'écran, elle vous dirait que ça lui a permis aussi de se recentrer, en fait, de remettre son rôle de manager à sa juste place, parce que ça devient plus l'alpha et l'oméga de toutes les problématiques qui passeraient par le manager qui serait censé résoudre les problèmes de tout le monde, en fait. Donc, ça lui permet vraiment, elle, de se concentrer sur ses missions. Et puis, ça lui permet, parce qu'elle est manager de notre équipe, mais elle est aussi directrice. Donc, elle a plusieurs services voilà, qu'elle pilote. Et finalement, elle n'est pas présente à toutes les réunions, elle n'est pas dans tous les cercles. En revanche, elle a une visibilité sur les comptes rendus de tous les cercles. Moi, je peux voir aussi les comptes rendus de tous les cercles de la métropole, donc de toutes les équipes, ce qui permet très rapidement de voir où les uns et les autres en sont sur un projet.
Sur l'engagement des participants, ça a des effets sur la prise de parole, le fait qu'on se concentre sur les besoins de la personne qui exprime son point, bah, ça donne envie aux uns et aux autres en fait d'amener des points parce qu'ils savent qu'ils vont effectivement être traités et que ça va effectivement servir à quelque chose de prendre la parole en réunion. Les tâches, du coup, sont mieux réparties, mieux suivies parce que voilà, on a cet outil qui permet de les tracer. Je vous l'ai dit, il y a les comptes rendus automatiques. Alors, la répartition des rôles, ça va au-delà de la réunion tactique, hein, c'est plus lié à l'holacratie, mais en tout cas, le fait de pouvoir traiter une tension en réunion qui fait apparaître qu'il manque un rôle et de pouvoir ensuite créer ce rôle, bah, en fait, ça permet d'avoir comme un organigramme qui s'adapte et qui bouge en fonction des projets et des besoins des uns et des autres. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, ça développe la culture de l'explicite et la coopération. Dans les cercles que vous avez pu voir à l'écran, il y a certes des cercles qui correspondent à des équipes qui existent en tant que telles dans notre organigramme, mais il y a aussi des cercles interservices où on va trouver des personnes qui sont dispatchées à droite à gauche de l'organigramme, mais qui ont besoin de travailler ensemble sur des sujets. Et donc, ça va matérialiser cette coopération de façon beaucoup plus facile qu'avec un système classique. Sur les points de progrès qu'on identifie toujours, c'est cette fameuse contrainte ou je ne sais pas s'il faut l'appeler, ou opportunité de rester bien centré sur les besoins de la personne et d'éviter la digression. Alors dans notre équipe, c'est vraiment des fois compliqué, mais on en rigole maintenant et on se laisse recadrer par le facilitateur sans problème. Voilà, de tenir ses rôles, de ne pas avoir envie d'aller faire plus ou au contraire d'avoir des rôles qu'on n'active pas. Donc, c'est de se fixer ce cadre-là. Et puis, on sent bien que quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent ou des nouvelles équipes qui veulent expérimenter ce sujet-là, en termes de facilitation notamment, il y a un vrai besoin de formation. Le facilitateur, c'est un des rôles cruciaux dans cette réunion tactique. Et si on n'est pas formé, si on ne se sent pas à l'aise pour voilà, orienter, guider la conversation, dispatcher la parole, rappeler les règles de quand il y a besoin, etc. C'est vraiment plus difficile à mettre en place et c'est beaucoup moins efficace, beaucoup moins puissant. Et je m'arrête là. Merci. Nadia et Jeanne, bah, je propose que du coup on passe au tour de questions et que ce tour de questions, du coup, vous vouliez, Jeanne et Nadia, faire vivre justement ce principe de réunion tactique. Donc peut-être Jeanne, je te laisse la main pour Oui. l'idée, le sujet. Et ben donc pour faire au plus simple, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez ajouter dans le chat un mot qui définisse le sujet que vous avez besoin d'aborder. Et puis, bah, comme en réunion tactique, je vais traiter les questions et les besoins un par un, en assurant qu'on a bien répondu à votre question. Donc, je vous laisse compléter dans le chat et je vais, de toute façon, il y a 3 questions de Audrey. Je vais commencer par celle-ci et après, je répondrai aux autres. Je vous laisse quelques secondes pour les ajouter. Eh ben, je démarre, Audrey, avec tes questions. Euh, comment faites-vous quand l'ordre du jour dépasse le temps imparti? Eh ben, ça, c'est une des redevabilités du facilitateur de tenir le temps imparti. Donc, si l'heure de fin approche, il y a plusieurs options qui s'offrent au facilitateur. La première, c'est de demander aux participants s'ils sont OK pour déborder de quelques minutes. Donc, ça, c'est toujours une possibilité. Et l'autre, c'est de demander justement aux participants de reprioriser l'ordre du jour. Et donc, peut-être d'enlever certains points et au contraire de signifier quels sont ceux qui ont absolument besoin d'être traités là tout de suite. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette notion j'en ai peu parlé là, mais à qui j'adresse ma question, de qui j'ai besoin pour avancer. Et en fait, on a rarement besoin de l'ensemble de l'équipe. Et donc, ce qu'on va chercher à faire au maximum, c'est que moi, si j'ai un besoin qui concerne en fait que Nadia et Margot, qu'on puisse se parler toutes les trois et peut-être qu'on peut le faire juste après sans mobiliser l'ensemble du groupe. Donc ça va permettre de reprioriser l'ordre du jour. Et c'est même une question que je peux poser dès le début de la réunion, au moment où l'ordre du jour se construit, au lieu de prendre les points dans l'ordre tels qu'ils ont été mis à l'ordre du jour, de demander s'il y a des points qui sont prioritaires parce que l'ensemble du groupe est concerné
ou parce que, bah, en fait, je dois poser une question à Margot et Margot a annoncé qu'elle partirait plus tôt et du coup, il faut qu'on se pose la question là tout de suite. Voilà. Juste Ouais, une question en complément. L'ordre du jour, il est constitué en fait des demandes des participants en amont de la réunion et le jour J quand on débute. C'est ça, hein, si j'ai bien c'est compris. ça, c'est ça. D'accord. En fait, selon les équipes, il y a des points qui sont mis en avance et d'autres, enfin, nous, on a plutôt une pratique l'ordre du jour séance tenante, mais il y a d'autres équipes où c'est préparé en amont. En tout cas, on traite ça des deux. Et du coup, quand on arrive le jour J, on prend ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait. Et donc, si on arrive, s'il y a beaucoup de points, Mhm. du coup, c'est le facilitateur qui crée cette priorisation-là Oui, avec l'accord des autres. oui. Et c'est là Enfin, où ça pose pas de problème parce que du coup, il y en a un, il va dire, bah, mon point, il est certainement plus important que celui du tien. Enfin, à un moment donné, on perd pas du temps dans la réunion, le fait de prioriser. non, ouais, je trouve que ça va assez vite. Nadia, c'est ta Ouais, nous, expérience. c'est vraiment, c'est pour le coup, c'est vraiment le facilitateur qui décide de l'ordre dans lequel on va traiter les points. En général, le facilitateur s'assure d'alterner entre les personnes, c'est-à-dire qu'on ne traite pas les 6 points amenés par la même personne et pas les points d'une autre personne. Je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, là, moi, il y a 2 points qui sont à l'ordre du jour de la réunion du 26. En général, on a une vingtaine de points. Donc, ça montre l'équilibre entre les points mis en amont et ceux mis le jour. C'est essentiellement des points qui sont mis en direct à l'ordre du jour. Et nous, très régulièrement, le facilitateur va dire, OK, il nous reste une demi-heure de réunion, il reste 10 points à traiter, on va essayer de tenir le délai. Et en fait, ça responsabilise tout le monde sur le fait que ça veut dire qu'on a 3 minutes par point et on le sait tous. Donc, il y a un truc vraiment de co-responsabilité aussi, d'avancer. Comme dit Jeanne, nous, on pratique beaucoup la dépriorisation, c'est-à-dire que quand la personne dit il reste voilà, 10 points, une demi-heure, on sait que on peut enlever des points et dire bah, mon point, on pourra le traiter la semaine prochaine, dans 15 jours. Mais on n'a jamais eu de conflit entre nous sur ils traitent plus les points de l'un ou de l'autre. On n'a Ok. jamais eu ce problème-là. Ce qu'on va essayer de faire un maximum en holacratie, c'est à traiter des points en dehors des réunions pour ne garder en réunion que les points qui concernent tout le monde. Parce que si on prend le temps de se réunir à 6, 7, 8 ou 10 et qu'on est là pendant une heure, en fait, en cumulé, ça fait 10 heures de consommer. Donc, tout ce qu'on peut traiter en dehors d'une réunion, on va le faire. C'est pour ça que l'ordre du jour est fait séance tenante en se disant, n'attendons pas la réunion dans 15 jours pour traiter le sujet. S'il peut être traité avant, traitons-le avant. Et peut-être en complément aussi se dire que nous, on utilise, depuis qu'on a mis en place les tactiques, on utilise Slack, qui est un outil d'échange voilà, en équipe. Et par exemple, notre manageuse, tous les sujets qui sont d'ordre informationnel, RH, je sais pas, clôture budgétaire dans X jours, il faut valider toutes vos factures, enfin, tout ce type d'informations, elle nous les met par écrit sur Slack. Et si on a un besoin, une question, on le met à l'ordre du jour de la réunion de triage. Si on n'a pas de besoin, si on a compris la consigne, etc., on n'en parle pas. Donc peut-être des fois, Hélène va dire, je le remets juste à l'ordre du jour. Et je vous rappelle, vous avez vu sur Slack, je vous ai mis les consignes pour la clôture budgétaire. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est OK pour tout le monde. Voilà, c'est traité en 3 minutes, quoi. Et on n'a pas le PowerPoint descendant qu'on avait avant, où on avait 20 minutes sur les règles de clôture budgétaire que finalement tout le monde avait très bien compris par écrit, quoi. Pour te répondre, Audrey, non, il n'y a pas de préparation particulière qui est demandée aux participants, sauf si dans mes rôles, j'ai des indicateurs à communiquer que les autres attendent. Ça, c'est important de les avoir préparés. Mais voilà, je peux arriver, comme je le disais, avec une tension qui n'est pas claire du tout. Et ben, c'est pas grave. Le groupe est là pour m'aider à clarifier cette tension. Et quid du script vs l'arrivée de l'intelligence artificielle? Peut-être qu'un jour, Ola Spirit, qui est le logiciel qu'on utilise, aura un outil d'intelligence artificielle qui fera les comptes rendus, peut-être, ça serait chouette. Mais en tout cas, pour l'instant, le scribe, il a je dirais, cette redevabilité de prendre des notes, mais surtout de noter les résultats. Et donc, il va pouvoir attribuer les actions et les projets à chacun des rôles pendant la réunion. Donc, si un jour il y a une IA qui sait le faire, tant mieux, mais pour l'instant, c'est fait manuellement. Mais du coup, le facilitateur, si je prends un projet, on est autour d'un projet, ce n'est pas le chef de projet. Ça peut. Il Il peut n'y a être. rien qui l'empêche. D'accord. Ok. Mm. Et le scribe, lui, il peut être aussi un membre du projet et être scribe Tout à à la fait. fois. On est d'accord. Ouais. C'est pas des rôles
complètement à part dans l'organisation où la Non, non, personne est non, que là pour c'est faciliter simple. et en face, il y a le chef de projet qui va. Ouais. D'accord. Après, nous, ça nous arrive. C'est vrai que nous, on aime bien prendre pas mal de notes. Alors, c'est selon les équipes, c'est pas les mêmes pratiques. Nous, le scribe, il prend quand même pas mal de notes sur le point qui est amené pour qu'on garde une traçabilité de nos échanges. Et ça nous arrive régulièrement de switcher, c'est-à-dire que quand le scribe, il va avoir un point à Oui, ça amener, m'a. il y a quelqu'un d'autre qui se met à scriber à sa place pour qu'il soit à l'aise et voilà, et on prend des notes. Et facilitateur, on peut aussi switcher si vraiment il y a besoin. Mais le facilitateur, il amène aussi des points, il s'auto-facilite, entre guillemets, il se donne la parole et voilà, il amène son point, etc. Mais on peut switcher. Le rôle de facilitateur et le rôle de script, c'est des rôles qui sont élus, normalement. Donc, au sein des membres du cercle, on va élire, avec une élection sans candidat, le scribe et le facilitateur. Et nous, on a un système où on a deux scribes et deux facilitateurs qui alternent en fait d'une réunion sur l'autre. Comme ça, on n'est pas toujours, entre guillemets, pris mentalement par cette fonction de scribe ou de facilitateur. Et la conscience, entre guillemets, en fin de réunion, c'est tout le monde fait la conscience, en fait. Tout le monde fait un tour de table. C'est pas La une clôture? personne qui prend du recul sur la réunion. Non, non, c'est un tour de table. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a répondu à tes questions, Audrey? Oui, Super. merci. Je vois le temps qui tourne. Margot, triage vs priorisation et les besoins du facilitateur. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu as besoin exactement? Je crois que tu as déjà répondu, mais c'était effectivement dans ce triage qui arrive avec beaucoup de sujets. Du coup, est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite? Mais du coup, enfin, vous avez répondu tout à l'heure, c'est le facilitateur qui est un peu en décision là-dessus et qui après met le groupe en responsabilité si le temps ne permet pas de traiter tous les points. Et sur les besoins, bah, comment du coup le facilitateur, lui, ses besoins sont pris en compte en tant que membre de l'équipe. En fait, il peut être facilitateur sur la réunion, mais Oui. comment il est aussi membre de l'équipe? Ou alors est-ce que sur ce temps-là, voilà, il est vraiment que facilitateur et du coup, il apporte pas de points forcément? Bah, comme le disait Nadia, donc c'est possible de faire les deux. Dans les équipes qui débutent, on conseille aux facilitateurs d'insister un peu sur l'explicite sur ces deux casquettes. Quand est-ce que je parle en tant que facilitateur? Quand est-ce que je parle en tant que membre, formateur, par exemple, ou contributeur au projet? Et donc, quand il reprend la facilitation, de pouvoir remettre aussi de l'explicite sur le fait que, bah, OK, en tant que facilitateur, est-ce que tu peux le traiter? Oui, oui, enfin, voilà, pas de risque de schizophrénie normalement. Mais voilà, il y a cette possibilité-là. Et puis dans l'équipe qui ont de la pratique, en fait, cette double casquette est assez fluide. Et donc, ça pose pas de problème. Ok, merci. C'est bon pour toi? Natacha, donc tu avais une question sur le positionnement du facilitateur. Est-ce que tu as toujours cette question? Il n'y a plus de questions. Ok, très bien. Eh ben, c'est tout bon. Il est 54. On J'ai une s'arrête là. Hein? petite dernière Oui. question. Du coup, toutes les actions qui ont été mises au compte-rendu ou les questions qui ont été soulevées, est-ce que quand vous revenez dans la réunion tactique d'après, vous commencez par ça? Enfin, commencez par Non, l'ordre du jour ou pas? Comment on sait que on s'assure que ça a une réponse en fait? je peux répondre, Jeanne, mais tu me corriges hein, si c'est pas les vraies règles. On a en holacratie, on a ce qu'on appelle un devoir de traitement. Ça fait partie des règles de coopération. Donc, il y a le devoir de transparence, et je vais forcément en zapper, hein. Transparence, traitement, priorisation. C'est le quatrième, Jeanne? Et les accords relationnels. Les accords relationnels. Donc, dans le devoir de traitement, c'est une règle qui dit que, en gros, je vais d'abord traiter les besoins de mes collègues qui ont besoin d'une action de ma part que mes propres besoins. Donc, le principe, c'est ça. Et on ne démarre pas par un tour des actions, puisque en fait, le principe, c'est de se dire que si une personne n'a pas fait ce dont j'avais besoin, enfin, ce que j'ai besoin qu'elle fasse, ben, en fait, je vais le mettre en point au triage en disant Fred, t'as toujours pas fait ça ou je sais pas quoi. Ça me bloque dans mon travail. Mais sinon, on revient pas dessus. En fait, c'est chacun est responsable de traiter ses actions. Avec une nuance sur donc, cette notion de projet qui est un peu plus important qu'une action ponctuelle dans la phase de synchronisation liée à la revue des projets et donc qui permet de se donner des nouvelles sur un projet que j'aurais pris à la réunion précédente, par exemple. Où je vais pouvoir dire, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ou à l'inverse, la même chose.
Mais on ne revient pas sur l'ordre du jour, toujours dans cette notion de chacun est responsable en fait d'obtenir les réponses dont il ou elle a besoin. Euh, et si le sujet est toujours vivant, eh ben, en fait, on le ramènera à l'ordre du jour. Et on ne va pas s'obliger à repasser par un compte rendu pour s'assurer que tout a été. Et combien de temps pour s'acculturer? Alors là, j'ai tous les timings. Enfin, je crois qu'il n'y a pas un timing qui est le même entre toutes les équipes que j'ai pu accompagner. Je crois que ça dépend vraiment de est-ce qu'il y a une volonté claire de l'adopter? Est-ce que ça vient vraiment résoudre un problème dans l'équipe d'adopter cette réunion tactique? Donc ça peut aller très très vite. Euh, voilà, moi je reçois des managers en formation. Et ben, il y en a qui, la semaine suivante, ont mis en place dans leur équipe juste en disant, je vous propose une autre manière de fonctionner pour essayer de gagner un peu de temps. Et hop, c'est adopté. Et d'autres pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis il peut y avoir une première adoption assez rapide. Et puis après, on perd un peu en rigueur et les digressions reviennent. Donc il faut remettre un coup voilà, de concentration. C'est très variable. Eh ben, je vous propose que du coup on clôture cette session. Un grand merci à Nadia et Jeanne d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous ce midi. Et peut-être pour conclure, un mot avec lequel tu voulais dire quelque chose, Jeanne? Jusque dans le chat, je vous ai partagé donc l'interview de Hélène, qui est la manageuse de Nadia, ainsi que le lien vers la fiche de réunion tactique. Et je vous partage un lien sur le 20. Donc, nous, on rend nos réunions publiques. Et donc, le 20 mai, si vous voulez assister à une réunion tactique qui aura lieu chez nous, il suffit de vous inscrire et de vous connecter via Zoom et vous pourrez assister à la réunion et poser vos questions. Super, merci beaucoup, Jeanne. Et donc, pour conclure, vu le temps qui nous reste, un mot avec quoi vous repartez, du coup, de cette session. Vous pouvez le dire Clarté. voilà, à haute voix. Découverte. Éclairage. Inspiration, du coup. Et pour toi, Edith? Pour moi, c'est clarté. Pardon. Ok. Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci. Enfin, vraiment, c'est très intéressant de voir comment ça a été mis en place dans la métropole et de voir. Je savais pas en fait qu'aujourd'hui on allait parler de la Crassie et j'en suis très contente. Enfin, du coup, merci beaucoup pour ce parfait combo là, d'avoir ce retour des. Enfin, voilà, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Margot. Eh ben, j'ai pris plaisir à organiser cette session avec vous. Donc, encore un grand merci. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci, Au revoir. au revoir.